On a longtemps cru que la Lune s'était formée à la suite d'un énorme impact avec la Terre. Un corps céleste de la taille de Mars a pu s'enfoncer dans notre planète et faire éclater une partie de sa croûte. Les débris qui en ont résulté se sont alors rassemblés en une boule compacte qui est ensuite devenue notre Lune. Mais une question sème le doute chez les scientifiques. La croûte terrestre est pauvre en métaux, alors comment se fait-il que la Lune en contienne autant ? Les toutes dernières études rejettent cette théorie principale, et nous ne savons donc toujours rien avec certitude sur la naissance de notre satellite naturel. Sur la Lune, le fer est conservé en parfait état car il n'y a pas d'oxygène. Il ne peut tout simplement pas rouiller. Mais il y a quelques années, les scientifiques ont fait une découverte inattendue. Dans les régions les plus élevées de notre satellite, le fer s'oxyde et rouille bel et bien. Au début, cette découverte a rendu les astronomes extrêmement perplexes. La présence de rouille pourrait signifier que les gens peuvent respirer au moins dans certaines zones de la Lune. Mais ensuite, une explication s'est imposée. L'oxygène pourrait avoir atteint la roche sans vie depuis notre planète. En l'absence d'atmosphère, les vents solaires balaient la Lune sans relâche, et rien ne peut les arrêter. Ces éruptions pourraient arracher de l'oxygène aux couches supérieures de l'atmosphère terrestre et le transporter jusqu'à la Lune. Les molécules s'immobilisent alors aux points les plus élevés de la surface de la Lune. Cela expliquerait pourquoi les métaux ne s'oxydent pas au fond des ravins et surtout sous la surface de la Lune. L'eau sur Terre est une énigme pleine de mystères. La théorie la plus répandue est qu'elle a été apportée sur notre planète par des comètes et des astéroïdes glacés qui ont laissé derrière eux non seulement de puissants cratères, mais aussi la substance liquide grâce à laquelle nous pouvons aujourd'hui prospérer. Mais une nouvelle avancée suggère un autre scénario. Dans l'espace, il y a tout un tas de matière organique, et dans des conditions spécifiques, cette matière pourrait créer tellement d'eau qu'elle suffirait à remplir nos océans 1 millier de fois. Les chercheurs ont mené une expérience dans laquelle ils ont chauffé cette matière organique et ont obtenu de l'eau claire et du pétrole. Si cela est confirmé par de futures études, cela pourrait signifier que même le pétrole est apparu sur Terre non seulement grâce aux restes fossilisés d'êtres vivants, mais qu'il est aussi venu de l'espace. Les changements climatiques dont nous sommes témoins s'inscrivent probablement en partie dans un cycle naturel. Des chercheurs de l'Université de Californie à Santa Cruz ont imaginé un modèle dans les variations climatiques de notre planète, et il ressemble à des saisons extrêmement longues. Parfois, ces états peuvent durer des millions d'années, et ils sont tous liés à la façon dont la Terre est positionnée par rapport au Soleil. Ces saisons ont été surnommées Ice House, Cool House, Warm House et Hot House, en fonction des températures dominantes. Au cours des 3 derniers millions d'années par exemple, notre planète a été dans l'état Ice House, puisque la dernière période glaciaire ne remonte pas à si longtemps. Mais les activités humaines, en ajoutant à l'effet de serre, ont poussé l'état du climat vers l'état Warm House beaucoup plus rapidement qu'il ne l'aurait fait sans nous. Lorsque cet état arrivera, la température globale de la Terre atteindra des valeurs tropicales, ce que la planète n'a pas connu depuis plus de 50 millions d'années. Revenons maintenant à la Lune. On peut la voir à différents endroits du ciel, de différentes tailles et même de différentes couleurs chaque nuit. La taille et l'emplacement sont assez faciles à expliquer. Comme la Terre tourne autour de son axe et tourne autour du Soleil, nous voyons la Lune voyager dans le ciel nocturne et se rapprocher ou s'éloigner de notre planète. Le fait qu'elle soit jaune vif ce soir et rouge sombre demain est plus complexe à expliquer. La couleur naturelle de la Lune vue de l'extérieur de l'atmosphère terrestre est gris brunâtre. Depuis la surface de notre planète, cependant, elle peut varier beaucoup. Lorsqu'elle est vue juste au-dessus de nos têtes, elle semble généralement brillante et presque blanche, car sa lumière réfléchie traverse une couche relativement fine de l'atmosphère. Presque rien ne bloque et ne réfracte la lumière, si bien qu'elle apparaît très claire. La Lune peut paraître jaune, orange ou même rouge lorsqu'elle est vue juste au-dessus de l'horizon. L'effet est similaire à ce qui se passe au lever et au coucher du Soleil, lorsque le Soleil semble être rouge. La lumière parcourt un chemin beaucoup plus long pour atteindre tes yeux depuis cet endroit, et une grande portion de la partie bleue de son spectre est perdue. Cela transforme la couleur de la lumière en une variété beaucoup plus chaude. Notre satellite naturel peut aussi paraître bleu, et la raison en est la présence de fines particules dans l'air. Elles réfractent la lumière, de sorte que la Lune n'a jamais l'apparence qu'elle a en dehors de l'atmosphère. Mais quand les particules sont plus grosses que d'habitude, elles lui donnent cette couleur bleutée. Enfin, il y a de très rares moments où la Lune peut paraître violette.
Personne ne sait vraiment pourquoi cela se produit, mais les astronomes pensent que ce doit être une combinaison de l'atmosphère, des particules de poussière et peut-être d'autres choses. Il n'y a pas d'explication claire. Les tremblements de lune n'appartiennent pas seulement à la science-fiction. Ils ne se produisent pas aussi souvent que sur notre planète, et quand ils le font, ils se produisent plus près du centre du satellite. Les scientifiques pensent que les tremblements de lune pourraient être causés par la gravité de la Terre et du Soleil. Il y a aussi des tremblements de Mars. Pendant longtemps, la planète rouge a été considérée comme inactive d'un point de vue tectonique. Mais des observations plus récentes ont montré qu'elle connaît encore de faibles séismes de temps en temps. Tu ne pourrais probablement même pas les sentir si tu te tenais à la surface de Mars. Mais cela signifie que certains processus géologiques sont toujours en cours sous le paysage rouge et poussiéreux. Il n'y a pas de côté obscur de la Lune. Notre satellite est en rotation synchrone avec la Terre, ce qui signifie qu'il est toujours tourné vers nous du même côté, tandis que l'autre est toujours caché à nos yeux. Le Soleil est beaucoup plus loin de nous que la Lune, et il réchauffe et éclaire tour à tour un côté et l'autre de la Lune, tandis que nous tournons tous les deux en rond. Cela signifie que la Lune est éclairée par le Soleil d'un côté ou de l'autre, mais nous ne pouvons pas le voir de là où nous sommes. Chaque année, la Lune s'éloigne de la Terre à cause de l'interaction entre la force gravitationnelle de la Lune et nos océans. Elle s'éloigne d'environ 4 cm chaque année, ce qui signifie que dans 600 millions d'années, elle sera 23 000 km plus loin de la Terre qu'elle ne l'est actuellement. Ce délai est tout à fait symbolique. C'est le moment où les éclipses solaires totales cesseront de se produire. Il y a de l'eau sur la Lune. Pas des flaques d'eau ou des lacs, mais des grains de glace d'eau qui existent dans les parties qui sont en permanence ombragées près des pôles de la Lune. Les scientifiques pensent que l'eau est arrivée sur la Lune il y a longtemps, pendant une période où la Lune et la Terre étaient constamment percutées par des astéroïdes et des comètes qui contiennent de la glace d'eau. Ce processus pourrait même nous avoir aidés à obtenir nos propres lacs et océans, et pas seulement l'eau glacée de la Lune. Des recherches plus récentes indiquent que l'intérieur de la Lune contenait déjà de l'eau et qu'elle est remontée à la surface pendant l'activité volcanique. La même chose a pu se produire sur notre planète aussi. Pour ceux qui pensent que la Terre n'a qu'une seule lune, il faut savoir qu'il y a 2 autres astéroïdes en rotation synchrone avec notre planète. Le premier ne tourne pas vraiment autour de la Terre, mais a une sorte d'orbite synchronisée avec la planète. C'est pourquoi on dirait qu'il suit la Terre sur une orbite stable, alors qu'en réalité, il suit son propre chemin spécifique autour du Soleil. Le deuxième suit une orbite en fer à cheval autour de notre planète. Sa trajectoire spécifique rapproche cet astéroïde de nous tous les 95 ans. La Lune a son propre fuseau horaire appelé heure standard lunaire. Le temps est différent sur la Lune et une année y est divisée en 12 jours, sachant que chacun est aussi long que nos mois. Les jours ont reçu des noms en l'honneur des astronautes qui ont marché sur la Lune. Le calendrier lunaire commence au moment où Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune en 1969. La croûte de la Lune n'a pas la même épaisseur dans toutes ses parties. L'épaisseur moyenne est d'environ 50 km, mais il y a des zones beaucoup plus minces et beaucoup plus épaisses. Cela est parfois dû aux cratères que l'on trouve sur toute sa surface, et il y a aussi de gros tubes creux en dessous. Un orbiteur lunaire a trouvé un de ces tubes il y a plusieurs années, et il est plutôt énorme. Bien que la forme du tube soit irrégulière, il pourrait contenir un terrain de football entier. Les scientifiques ne savent toujours pas ce qu'ils pourraient trouver dans ces profondeurs. Il pourrait s'agir d'un système de tunnel ou d'une merveille géologique. L'explication la plus répandue de cette chose est qu'il s'agit d'un tube de lave comme on en trouve aussi sur Terre. Lorsqu'une coulée de lave refroidit, elle se recouvre d'une croûte dure qui s'épaissit ensuite et crée un toit sur cette même lave. Elle continue de couler, mais lorsqu'elle s'arrête, le canal peut se vider, ce qui donne un tube vide. Imagine un monde immobile et glacé. Un monde ancien, vieux d'environ 4,5 milliards d'années. Les rayons du soleil le réchauffent à peine et il est recouvert d'une épaisse couche de glace. Ce monde est plus petit que notre Lune, mais un peu plus grand que Pluton. Il s'agit d'Europe et c'est le 6e satellite de Jupiter et l'une des plus grosses lunes du système solaire. Mais le plus intéressant au sujet de ce monde, c'est qu'il pourrait abriter la vie. Les astronomes se sont penchés avec intérêt sur Europe à la recherche de formes de vie. Cette lune possède en effet un immense océan d'eau salée d'une profondeur de 65 à 160 km. Il est certes caché sous une couche de glace d'une épaisseur estimée entre 16 et 32 km.
Mais cette lune n'en demeure pas moins potentiellement habitable. Les astronomes nous disent que des panaches d'eau jaillissent des fissures dans la couche de glace et projettent le contenu de cet océan dans l'espace. Bien sûr, il ne sera pas facile d'aller chercher des traces de vie dans de telles profondeurs, mais les scientifiques disposent déjà d'éléments indiquant qu'il existe des bassins beaucoup moins profonds, situés plus près de la surface. Ils pourraient même se trouver à moins d'1 kilomètre sous la glace. Ceci présente deux avantages. D'abord, la probabilité qu'il y ait de la vie sur Europe est accrue. Deuxièmement, si c'est vrai, cela facilitera le travail des futures missions dans leur recherche de formes de vie. Il est intéressant de noter que la découverte récente de ces bassins peu profonds est le fruit d'un pur hasard. Le scientifique qui dirige les recherches, Riley Kullberg, a assisté à une présentation faite par l'un de ses collègues spécialistes des planètes. Il y montrait une photo de double crête sur la surface d'Europe. Kullberg s'est alors souvenu qu'il avait vu des crêtes similaires sur Terre. De telles formations sont rares sur notre planète, mais elles sont très nombreuses sur Europe. Des travaux ultérieurs ont suggéré que les crêtes de cette lune pourraient résulter d'un cycle bien précis, similaire à celui de la Terre. Lors de ce cycle, l'eau liquide gèle puis dégèle à l'intérieur d'une couche de glace, un environnement soumis à une pression très élevée. La calotte glaciaire se déplace alors vers le haut de manière répétée, créant une structure à deux pics. C'est du moins ce qui se passe sur Terre. Si les choses sont similaires sur Europe, cela prouverait la présence d'eau peu profonde sur le satellite. Bien sûr, la température, la pression et la composition chimique sont différentes sur Europe. Et on n'en sait pas encore beaucoup sur la nature de cette glace. Les scientifiques ne savent donc pas quelle est la profondeur ou la taille des poches d'eau, ni combien de temps il leur faut pour geler. Mais ce qui est plus ou moins clair, c'est que l'environnement sous toute cette glace est protégé des radiations de Jupiter qui frappent la surface du satellite. Ce qui, bien entendu, augmente les chances d'existence de la vie sur Europe. Nous avons évoqué le fait que l'océan d'Europe pourrait être salé. La couleur rouge des traces visibles à sa surface pourrait être due à leur composition chimique. Il s'agit probablement d'un mélange gelé d'eau et de sel. C'est assez inhabituel. Une telle composition ne correspond à aucune substance connue ici, sur Terre. Quant aux taches jaunes à la surface d'Europe, il pourrait s'agir de chlorure de sodium. Tu connais cette substance sous le nom de sel de table. Des scientifiques ont essayé de recréer les conditions qui règnent sur Europe en laboratoire. Ils ont découvert qu'en combinant de l'eau, du sel de table, des températures glaciales et une pression élevée, ils pouvaient obtenir un nouveau type de cristal solide. Cette substance pourrait exister à la fois au fond de l'océan d'Europe et à sa surface. En dehors de ces quelques faits, les chercheurs ne savent pas grand-chose. Ils espèrent obtenir davantage d'informations d'ici à 2030. À cette date, la mission Europa Clipper, lancée par la NASA, atteindra probablement Europe. Cette mission effectuera plusieurs survols rapprochés et tentera de déterminer si une quelconque forme de vie peut y exister. La mission JUICE, ou Jupiter Icy Moons Explorer, de l'Agence spatiale européenne, se rendra également sur Europe dans les prochaines années. Mais Europe n'est pas le seul endroit du système solaire susceptible d'abriter la vie. En 2003, Mars Express, une sonde lancée par l'Agence spatiale européenne, a découvert du méthane dans l'atmosphère de Mars. Sur notre planète, la majeure partie de ce gaz est produite par des créatures vivantes, par exemple par le bétail lorsqu'il digère ses aliments. Mais les scientifiques pensent que le méthane est resté stable dans l'atmosphère martienne pendant environ 300 ans. En 2006, il a presque entièrement disparu de la planète rouge. Et cela s'est produit 600 fois plus vite que ne le prévoyaient les modèles des chercheurs. La question est donc de savoir ce qui a généré ce gaz et où il est parti. Un autre mystère martien concerne les microbes qui pourraient dormir sous la surface. Ils pourraient avoir été protégés des radiations pendant des millions d'années. Des scientifiques ont simulé les conditions martiennes en laboratoire pour vérifier si c'était possible. Et ils ont eu la surprise de constater que des bactéries pouvaient facilement survivre dans de telles conditions pendant 280 millions d'années. Cela signifie que si la vie a existé sur Mars, nous pourrions en trouver la preuve dans ses profondeurs en forant le sol de la planète. À l'heure actuelle, l'eau ne coule pas sur Mars et les cellules et les spores se dessécheraient tout simplement.
De plus, la température de la surface est similaire à celle de la glace sèche. En d'autres termes, la planète est profondément gelée. Pourtant, il pourrait exister 6 types de bactéries et de champignons sous le sol de Mars. La plus probable d'entre elles est surnommée bactérie Conan, car elle est très résistante. L'avenir nous en dira plus. Passons maintenant à Vénus. En 2020, des scientifiques ont annoncé que dans l'atmosphère toxique de Vénus, quelque chose semblait indiquer la présence de la vie. Hélas, les scientifiques ne disposaient d'aucune preuve, car ils n'avaient pas la possibilité de collecter des spécimens de microbes ni de prendre des photos. Mais ils ont affirmé avoir découvert une substance chimique appelée phosphine, et ce fut un événement important. Si ce n'était pas un élément encore inconnu qui produisait ce gaz, il pouvait s'agir d'une forme de vie microbienne. La phosphine est composée de 3 atomes d'hydrogène et d'un atome de phosphore. Ce gaz est toxique pour toute forme de vie dépendant de l'oxygène, par exemple pour l'homme. Sur notre planète, la phosphine se trouve dans des endroits où il n'y a pas ou peu d'oxygène, comme dans les marécages. Ce gaz est produit par des mélanges de bactéries. Il peut également être produit de manière industrielle. Mais il ne devrait pas y avoir de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Ce gaz a besoin d'une pression et de température bien précises, ainsi que d'immenses quantités d'hydrogène. Il ne serait pas étonnant d'en trouver sur Saturne ou Jupiter, les fameuses géantes gazeuses. Mais sur Vénus, c'est très inattendu. Il est impossible que la phosphine soit produite naturellement sur cette planète. De minuscules quantités peuvent être créées lors d'éruptions volcaniques, d'orages ou lorsque des minéraux sont projetés ou que des météorites pénètrent dans l'atmosphère. Mais les scientifiques ont cru en avoir observé des quantités très importantes. Cela aurait dû éveiller leurs soupçons, mais ils étaient trop heureux de leur découverte. Selon eux, cela pouvait donc signifier qu'il y avait de la vie sur Vénus. Mais même si ce gaz a été créé par des organismes, une question demeure. Comment ont-ils survécu sur cette planète ? Sur la nôtre, certains microbes peuvent vivre dans des environnements dont l'acidité atteint 5%, mais pas plus. Or, sur Vénus, les nuages sont presque entièrement constitués d'acide, avec plus de 90% d'acide sulfurique. L'atmosphère de cette planète est également 50 fois plus sèche que l'endroit le plus sec de notre planète. En 2022, grâce à des télescopes à très haute résolution, on a pu déterminer qu'il n'y avait pas de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Et s'il y en avait, ce n'était qu'une très petite quantité. Nous devons donc continuer à chercher des traces de vie dans des régions encore plus éloignées. Mars a 2 lunes, Phobos et Deimos. À part leur forme bizarre, elles n'ont rien de remarquable. Sauf une chose. Il n'y a pas si longtemps, les scientifiques ont découvert un phénomène étrange à la surface de Phobos. Et ils n'ont toujours pas trouvé d'explication. Quel est ce phénomène ? Et qu'est-ce qu'il nous apprend sur l'histoire de notre système solaire ? Découvrons-le ensemble. L'astronome américain Asaph Hall a découvert Phobos et Deimos en 1877. Sais-tu que toutes les planètes de notre système solaire portent le nom de divinités grecques et romaines ? Par exemple, Mars, ou Arès, est la célèbre divinité de la guerre. C'est pourquoi les satellites naturels de cette planète rouge ont été nommés d'après les fils d'Arès, Phobos et Deimos. Ces jolis noms cachent en réalité des significations effrayantes. Peur et horreur. En 1971, le télescope Mariner 9 de la NASA a pris ses premières photos. C'est comme ça qu'on a découvert que ces corps spatiaux ne ressemblaient pas du tout à notre Lune. Ils ont cette forme bizarre, ainsi qu'une orbite étrange et instable. De plus, il n'y a pas d'autres lunes dans le système solaire qui se déplacent aussi près de leur planète mère que ces deux-là. Mais même s'ils sont très proches de Mars, si tu tenais à la surface de la planète rouge, tu pourrais à peine les voir. C'est parce que la courbure de Mars cache Phobos et Deimos de la vue. Même si tu te trouvais quelque part sur l'équateur, Phobos ressemblerait à un simple astéroïde, et Deimos à une étoile. Tout cela parce que ces satellites ne sont que des miettes par rapport à notre Lune. Ce sont les lunes les plus petites et les moins brillantes de tout le système solaire. Ce qui est ironique, vu leur nom terrifiant. Bref, il semble que tout devrait être assez clair avec ces 2 satellites. Mais non, il y a un hic. Les scientifiques reconstituent l'histoire de l'espace en se basant sur les traces trouvées sur différents objets spatiaux. Des bosses, des rayures, des fissures,
toutes ces choses peuvent nous dire ce qui s'est passé il y a des milliards d'années. Pendant longtemps, les scientifiques étaient sûrs que, tout comme les dieux grecs dont ils tirent leur nom, Phobos et Démos étaient des jumeaux. Mais ensuite, l'orbiteur viking de la NASA a pris de nouvelles photos des satellites. Et c'est alors qu'ils ont découvert une différence significative entre les deux. La surface entière de Phobos est couverte d'énormes rainures. Il s'agit d'une série de longues et profondes fosses s'étendant d'une extrémité à l'autre de Phobos. Ok, et alors ? Tous les objets spatiaux présentent ce genre de choses à leur surface, n'est-ce pas ? Certes, il y a d'autres satellites avec des rainures et des éraflures similaires, mais aucun n'en a autant que Phobos. Ce dernier est complètement couvert de rainures, et elles sont énormes, jusqu'à 19 km de long et 200 mètres de large. Et ce n'est pas tout. Certaines de ces rainures se croisent avec d'autres. Cela signifie que Phobos a vécu non pas un, mais plusieurs événements traumatisants. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé exactement ? Les scientifiques n'en sont pas encore tout à fait sûrs. Mais ils ont quelques idées. Et ces théories peuvent nous renseigner non seulement sur le passé de Phobos, mais aussi nous aider à prédire son avenir. Théorie numéro 1. Impact d'astéroïdes. Le premier suspect est assez évident. Il y a un grand cratère de près de 10 km de large sur Phobos. Il a été baptisé Angeline Stickney, d'après la femme d'Asaph Hall, le scientifique qui a découvert les satellites. Et la première théorie stipule qu'un corps astronomique s'est écrasé sur Phobos. L'impact a été si fort qu'il a laissé ce grand cratère. Et l'impact de la collision a laissé un tas de rainures partout sur Phobos. Cela semble logique au premier abord, mais les scientifiques ont remarqué une faille dans cette théorie. Ils ont découvert que ces rainures se sont en fait formées non pas à l'intérieur du cratère, mais à proximité de celui-ci. Ce n'est donc pas une collision qui les a créées. De plus, qu'en est-il de ces rainures qui se croisent avec d'autres ? S'agit-il simplement d'une grande coïncidence cosmique ? Les recherches se poursuivent. Théorie numéro 2. C'est à cause des débris spatiaux. Il y a bien une différence entre ces deux théories. Dans ce cas, les rainures ne sont pas une conséquence directe de la collision. Cela se passe plutôt de la façon suivante. Quelque chose s'est écrasé sur Phobos. L'impact a provoqué la projection d'un tas de roches dans l'espace. Certains d'entre eux ont été perdus dans l'univers pour toujours, mais d'autres étaient suffisamment petits pour retomber sur Phobos. En passant à côté de la Lune à un angle prononcé, ils ont pu s'y écraser, rebondir et ainsi de suite. Et comme la gravité de Phobos est très faible, peut-être qu'ils n'ont pas pu s'y coller. En d'autres termes, ces roches ont été continuellement tirées vers le satellite et repoussées de celui-ci pendant de très nombreuses années. Cette théorie explique les rainures qui se croisent. Les roches tombaient constamment à ces endroits. Cela semble assez plausible, mais il y a un autre problème. On ne voit pas de rochers sur Mars ou à la surface de ces lunes. Or, tous ces débris étaient censés être piégés par la gravité et rester quelque part dans l'orbite de la planète, ou tout simplement devenir une partie de Phobos. En d'autres termes, si cette théorie est vraie, on en aurait trouvé des preuves sous des couches de poussière. Mais cela ne s'est pas produit. Cette explication n'a donc plus satisfait les astronomes. Ils ont donc continué à chercher le coupable. Peut-être que les rainures n'ont rien à voir du tout avec le cratère Stickney. Peut-être que le vrai coupable est quelque chose d'autre, quelque chose d'encore plus puissant. Pourrait-il s'agir de Mars elle-même ? Théorie numéro 3. Mars est méchante. Les théories précédentes impliquent que Phobos et Démos étaient à l'origine des fragments de Mars. Comme s'ils s'étaient détachés d'elle et étaient devenus des satellites. Tout comme notre Lune. Mais que se passerait-il si ce n'était pas le cas ? Les observations réalisées par le Mars Global Surveyor de la NASA montrent que Phobos et Démos sont composés d'éléments que l'on trouve principalement dans les météorites et les astéroïdes. Alors Phobos et Démos sont peut-être des astéroïdes ? Il y a une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Vu la taille, la forme et la composition de Phobos et Démos, les scientifiques ont suggéré qu'il fut un temps où ils appartenaient à cette ceinture. Puis, un jour, ils se sont envolés. Et la gravité les a attirés vers Mars. Ce phénomène est appelé capture d'astéroïdes. C'est toutefois difficile à croire. Certes, la capture d'astéroïdes n'est pas rare, mais ces deux-là volent à côté de Mars depuis des milliards d'années. Il est étrange que leur orbite soit restée les mêmes.
De plus, l'atmosphère de Mars est très raréfiée. Et à cause de cela, elle pourrait difficilement capturer des astéroïdes. En théorie, ils auraient dû se séparer de Mars à la première occasion. Or, cela ne s'est pas produit. Cela signifie que, d'une manière ou d'une autre, ils sont restés coincés. Et Mars a immédiatement commencé à les détruire. Dans cette version, Mars s'avère être très méchante. En étudiant le passé, on a trouvé des preuves de crimes futurs. Les mystérieuses rainures de Phobos pourraient être causées par les forces de marée entre Mars et Phobos. La Lune et la Terre en échangent aussi, se déformant légèrement l'une l'autre. Mais comme Phobos est beaucoup plus proche de Mars, l'impact des forces gravitationnelles y est beaucoup plus fort. En d'autres termes, la gravité de Mars détruit progressivement Phobos. Tous les 100 ans, le satellite se rapproche de Mars de 1,8 cm. Il rétrécit aussi jusqu'à 2 mètres, devenant encore plus fragile et plus faible. Plus il devient petit, plus les forces de marée l'impactent, créant d'étranges rainures et rayures supplémentaires. Dans 30 à 50 millions d'années, Phobos entrera en collision avec Mars, ou se désintégrera et se transformera en un tas de petits rochers. Et alors, Mars aura aussi des anneaux, comme Saturne et Neptune. C'est pourquoi Phobos est aussi appelée la lune martienne condamnée. Quoi qu'il en soit, ce ne sont que des théories, mais l'histoire dramatique de Phobos nous donne une idée de la dynamique des objets extraterrestres. Plus on en apprend sur eux, plus on découvre les secrets de l'origine non seulement de Mars, mais aussi d'autres objets de notre système solaire. Et si un jour on en venait à vraiment coloniser Mars, l'étude de ces lunes pourrait nous être d'une grande aide. Espérons que la prochaine mission MMX révélera certains des secrets les plus passionnants que cachent les lunes de Mars.